18h30, 19h, le Tout Info Politique avec Jean-Marc Pulvar sur RCI. Le Tout Info Plus vous est offert par Euraudition, le spécialiste de la correction auditive de l'adulte et de l'enfant. Le Tout Info Politique avec Jean-Marc Pulvar sur RCI. Bonsoir, et nous sommes de nouveau en compagnie de maire, un nouveau maire, et on va dire ce soir une mairesse, la deuxième de l'île, Ferrer, et qui avait à l'époque surpris. Mais à Basse-Pointe, on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment créé la surprise. Il faut dire qu'elle n'a jamais abandonné le terrain après les municipales de 2008. Son arrivée au conseil régional en 2010 va venir, dit-on, renforcer sa détermination et lui donner davantage de proie dans une ville où le vent du changement soufflait, on va dire timidement, jusqu'à prendre davantage de force. Il faut dire aussi que dans le camp de l'ancien maire, certains avaient même considéré que la bataille de 2014 était celle de trop pour André Charpentier, en place depuis presque 20 ans. C'est donc Marie-Thérèse Casimirius qui a été élue maire en mars dernier, et c'est elle donc qui sera notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc Pulvar, et bonsoir, je salue tous les auditeurs de RCI Martinique. Et nous sommes avec notre plus grand plaisir chaque lundi pour vous interroger les nouveaux maires. Eddie Marajo de Business News. Bonsoir Eddie. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Madame la maire. Bonsoir Monsieur Marajo. Alors ce soir, nous n'aurons pas d'élus de l'opposition, ils ne nous ont toujours pas répondu, mais ils pourront intervenir s'ils le désirent en faisant le 63, le 12-12, ce sera en fin d'émission. Alors, Madame le maire, comment on vous appelle à Basse-Pointe? Madame le maire, Madame la mairesse, comment vous appelez? Communément, c'est Madame le maire. Mais enfin, comme je dis, il y en a beaucoup qui m'appellent Marie-Thérèse, parce que je n'ai pas changé. Un statut ne permet pas le changement véritable. Donc, les rapports avec tout le monde, aussi bien hier qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes rapports? Les rapports n'ont pas changé, oui. Alors, dites-moi, depuis le conflit de la CGTM, SOREM à Basse-Pointe, vous vous sentez mieux? Vous avez réussi à les calmer un peu? Qu'est-ce que vous dites à vos collègues du conseil municipal? Bon, écoutez, le conflit, je ne veux vraiment pas parler de conflit. Je crois que... Il y avait un malentendu entre les deux camps. Pas vraiment. Je crois plutôt qu'il y avait une véritable menace au niveau de la fonction d'élu, la fonction en elle-même, parce que un maire est garant de la sécurité des biens et des personnes d'une part, et deuxièmement, c'est blocage, parce que je ne veux pas qu'on pense que je fasse de l'entrave à la liberté syndicale. Je l'ai dit, j'ai été moi-même secrétaire syndical pendant des années. Donc je dis, je ne fais pas d'entrave à la liberté syndicale, mais je dis simplement que la méthode méritait d'être vue avec une meilleure connaissance des difficultés de la fonction d'élu. Nous sommes garants de la sécurité des biens des personnes, et ces barrages incessants, surtout dans le Nord, où nous avons vraiment une propension de maladies cardiovasculaires, où on dit que la moindre minute peut être précieuse, je trouvais que la démarche était un petit peu gênante dans l'exercice de la fonction d'élu. Est-ce que vous avez trouvé le ou les auteurs des objets qui avaient été abandonnés devant la mairie au moment de cette grève? Ça a fait un peu le buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, je laisse le soin aux autorités. À partir du moment où nous avons fait une déclaration vous avez porté plainte, en règle, bien évidemment. Et puis bon, ça s'est accompagné, je ne le dis pas, je n'en ai pas parlé, de beaucoup d'actions à l'encontre de ma personne. J'ai été suivi avant la campagne. C'était du quimbois selon vous? Alors, je ne sais pas quelle définition vous accordez au quimbois, mais je dis surtout que ce sont par rapport à tout un ensemble de choses. Hein. Je dis être suivi en voiture constamment à des heures indues en quittant la mairie. Là aussi, j'ai alerté les autorités, le local politique. Du garde du corps. Même pas. Le président du Parti progressiste martiniquais avait voulu, lorsqu'il l'a su, il est rentré dans une grande colère, a voulu un garde du corps. Mais enfin, je pense que nous sommes des Martiniquais sensés. Et je dis que cette personne qui agit de cette manière doit avoir une maman, une sœur, un enfant, et que cette personne la raison va finir par l'emporter. Est-ce que ça vous a inquiété? Et surtout, est-ce que c'est une pratique courante dans le Nord, à Basse-Pointe? Non, pas du tout, mais je crois que je vous mentirais si je disais que ça n'avait pas inquiété. J'étais très inquiète, avoir des nœuds dans le ventre, etc. Mais enfin, bon, je prends les choses avec... j'avance, je dis souvent, j'ai un objectif, je déroule mon processus step by step. On a planté le décor, on va essayer de voir ce que vous avez pu trouver comme cadavre
à la mairie de Basse-Pointe s'il y en avait? Mais bien sûr qu'il y a des cadavres à la mairie de Basse-Pointe. En fait, cadavre entre guillemets, pour que nos auditeurs ne se méprennent pas. Hein. On a bien compris, je pense que vous savez, les aujourd'hui, auditeurs ont bien compris. Donc ça va vite. La tâche n'est pas facile par rapport à ce qu'on découvre et ce qui était projeté. Vous savez, il y a toujours un écart entre la réalité et puis les faits. Bon. Là, par exemple, on travaille d'arrache-pied sur un reste à recouvrer à hauteur de 142 000 euros. Une grosse alerte du TPG. Bon, on continue à avancer. La situation financière, on va en revenir avec Eddy Marajo, mais la situation financière de la ville, est-ce que par exemple aujourd'hui vous pouvez payer vos factures Tout à fait, on peut payer malgré la baisse et je remercie le quotidien Fonsantilles de l'avoir mentionné qu'à Basse-Pointe nous avons première réunion du conseil municipal décidé de réduire les impôts, les taxes locales d'un point. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça, de manière à lutter contre cette espèce de, on va dire, désertification de la population qui avait tendance à aller ailleurs, parce qu'en retour, elle n'avait pas vraiment une satisfaction au niveau de ses attentes. Et je crois que nous allons continuer dans ce sens, mais c'est sûr que on découvre, c'est toujours, c'est comme on dit souvent, les usines à bonbons. Voilà. Les finances sont rares, la dotation de l'État est de plus en plus faible, et vous voulez investir, dans le même temps vous baissez les impôts, comment vous faites? Ben écoutez, c'est là que ce n'est pas facile, hein. Il faut pouvoir, je vais pas dire jongler, mais juguler. On est vraiment sur une pente raide parce qu'il faut répondre aux attentes de la population. Lorsque nous sommes arrivés en avril 2014, nous avons trouvé une projection avec une augmentation qui était prévue des impôts, et ça, au cours de la campagne, nous l'avons déjà prédit, parce que nous avons déjà travaillé en amont et nous avons pensé qu'il y avait d'autres méthodes pour pouvoir investir, mais en allant faire ce que je suis en train de faire actuellement, du lobbying financier. C'est-à-dire que, par exemple, nous avions été proposés, la proposition nous a été faite par le sous-préfet, que je remercie d'ailleurs, dans le cadre d'un fameux dossier AMI, aménagement des centres-bourgs. C'est un dossier c'est une décision qui était prise par le Haut Commissariat à l'égalité des territoires avec un budget de 230 millions d'euros. Et nous avons donc candidaté dans un délai très court pour permettre à la commune, si notre candidature est retenue, la candidature de la ville de Basse-Pointe est retenue, d'avoir une dotation d'environ 4 millions d'euros. Et nous continuons, là nous avons dans le cadre d'un projet à EMA, ce n'est pas un projet de l'actuelle majorité, hein, c'est un projet dans l'ancienne édilité, mais il faut le mettre en œuvre concernant notamment les écoles, parce qu'il y a une urgence, une très grande urgence. Aucune école de Basse-Pointe n'est aux normes parasismiques. Donc il y a un projet un groupe scolaire avec notamment un projet d'EHPAD, et je découvre en siégeant au CHI parce que c'est un projet du CHI du Lorrain qui nous manque au moment où le dossier a été instruit. Le budget associé était de l'ordre de 8 millions d'euros. Actuellement, lorsqu'il a été revu, le budget se situe autour de 11,5 millions d'euros. Donc avant le 31 décembre 2014, nous devons trouver les 3,5 millions, sinon il faut revoir le dossier complètement. Donc je me bats, je suis de naturel têtu, je me bats pour trouver ces 3,5 millions. Donc nous sommes en train de faire du lobbying financier avec le président du CHI du Lorrain, qui est Justin Pamphile, pour trouver cette somme, les 3,5 millions d'euros. Et je n'ai pas hésité à frapper à la porte des fondations. J'attends des réponses, mais je crois que c'est la démarche à mettre en œuvre pour trouver. Donc je vais puiser aussi dans l'enveloppe des parlementaires et je n'ai aucun état d'âme à le faire. On raconte aussi que vous vous appuyez sur le conseil régional et que le conseil régional aide davantage les communes amies. C'est vrai? Alors, pour vous répondre, je vous répondrai tout de suite. J'ai accompagné le président à l'époque dans la mise en œuvre du plan de relance numéro 1. Et je peux vous dire, j'ai beaucoup apprécié la démarche parce que elle était basée sur un souci d'équité, d'égalité. Je n'ai pas eu l'impression, ni la sensation, ni le sentiment qu'il y avait dans la présentation qui était faite à l'ensemble des maires que le président faisait preuve d'affectivité. Donc je suis vraiment très étonné de vos propos. Non, je vous dis ce qu'on raconte, donc je vous pose la question.
Je ne pense pas dans cette méthode, et je crois qu'il a, de la même manière qu'il a visité la ville de Basse-Pointe à ma demande, pour pouvoir se rendre compte de la vétusté et de la pauvreté infrastructurelle de Basse-Pointe. Ne me dites pas qu'il ne se passait rien à Basse-Pointe. Écoutez, je viens de recevoir à la fois de la DEAL un rapport très dur concernant un bâtiment qui se trouve en face de la mairie. Je viens de recevoir dans le même temps, vous savez, actuellement c'est la loi des séries à Basse-Pointe, une demande officielle me demandant de mettre en place un arrêté de péril, de risque de péril s'agissant de l'église. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous aurez des problèmes avec la communauté paroissiale parce que vous avez un gars pour la messe. C'est important, hein? Ben écoutez, il y a un investissement qui a été réalisé par l'ancienne édilité à hauteur de 230 millions d'euros. Je pense qu'on aurait pu faire, si on avait pris à temps, puisqu'il n'y a pas eu que le cyclone Dine en 2007, je crois qu'il y a eu des annonces, pour être originaire de Basse-Pointe, bien en amont de cela. On aurait pu utiliser ces 230 000 euros, pour pouvoir procéder à la refonte. Et ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Et demain, on va travailler sur les finances, le budget, combien de personnes peuvent payer des impôts à Basse-Pointe, par exemple. Alors, vous avez parlé de la situation financière de manière globale. Aujourd'hui, et vous avez pris le risque de baisser vos impôts, enfin, geste, on va dire, probablement de communication avant tout, puisque vous avez dit c'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. Très bien, mais vous avez quand même un niveau d'endettement qui est relativement élevé. Oui, mais notre action, si vous voulez, il s'agit pas d'action. J'ai un chiffre pour vous, je sais pas s'il est bon, mais sur le site du gouvernement, on table à un chiffre qui est supérieur à 2 millions d'euros. Mais nous avions ces éléments. C'est ça? C'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous avions ces éléments bien en amont. Nous avons donc fait une analyse, je vais dire, financière assez pointue de la situation à Basse-Pointe. Mais baisser les impôts d'un point, c'est une décision qui a été prise après moult simulations. Oui. Nous savons que ça, c'était possible. Et ça pouvait nous permettre de réaliser, en s'appuyant sur le lobbying financier, de pouvoir satisfaire. Parce ce que vous appelez le lobbying financier, c'est quand même trouver des finances pour payer vos investissements futurs. Tout à fait. Mais pour rembourser votre dette, vous avez quand même besoin d'argent. Est-ce que dans les recettes que vous avez au quotidien, vous avez suffisamment d'argent pour payer, je crois, quelque chose proche des 180 000 euros par an de remboursement annuel? Tout à fait, tout à fait. Et je vais vous dire, nous avons eu la semaine dernière une réunion de travail de 10h à 13h30 avec le TPG. J'étais très inquiète parce que je pensais même que nous étions en dépassement budgétaire. Parce que j'ai mis en place un certain nombre d'outils, notamment un taux de consommation mensuel et en même temps cumulé du budget. Et en fait, compte, nous sommes on va dire, en sous-consommation parce que je suis très très prudente par rapport à la situation que je connais. Parce que c'est vrai qu'il y a des investissements à faire, mais lorsque je calcule qu'on a un taux d'investissement qui tourne autour de 17% par rapport au budget, c'est pour ça que je dis, je m'appuie beaucoup sur du lobbying, je n'ai pas le choix que d'aller chercher du financement là où je pense pouvoir trouver du financement. D'accord, mais vous n'êtes pas à l'aune des autres, ou à l'instar plutôt des autres villes de la Martinique, Basse-Pointe n'est pas prête à être mise sous tutelle? Ah non, parce que je fais attention, et justement, heureusement qu'on a usé de prudence. Heureusement que vous êtes arrivé, c'est ça? Pas heureusement que je suis arrivé, mais j'ai dit heureusement. Parce que nous, les documents qu'on a et les infos qu'on a, c'est que c'était pas loin, quoi. C'était pas loin, vous avez raison, parce mais que qu'est-ce qui s'est passé? avec le TPG... On vous fait crédit, c'est ça? C'est l'état de grâce qui dure? Non, c'est la prudence. C'est vraiment... C'est votre attitude de prudence qui a fait réfléchir les autorités. Tout à fait. Parce que, Madame le maire, si on applique les ratios classiques, normalement, ça fait longtemps que Basse-Pointe aurait dû être sous tutelle. Hein. Mais vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous m'avez pas laissé continuer parce que je vais vous dire. Non, mais on comprenait pas en fait le coup de baguette magique qui avait fait en sorte que Basse-Pointe échappe à la sanction. Alors, je vais vous dire, c'était un risque. Hein. Vous savez que j'ai une expertise professionnelle, mais mon origine professionnelle vient du privé, où j'ai appris à mettre en place des ratios, des suivis, et je pense que c'était peut-être pour cette raison
qu'au niveau, lorsque je parle de faire monter les collaborateurs en compétences, je suis en cohérence avec moi-même parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, il fallait aller à la recherche du professionnalisme. Et je peux vous dire que lorsque j'ai commencé à parler que je veux avoir le taux de consommation du budget en mensuel et en cumulé, ils ont cru que vous parliez chinois, là. Ah oui, mais ils n'ont pas hésité à me dire, mais enfin, Madame le maire, on ne comprend pas, donc on n'avait pas l'habitude, donc j'ai commencé à apprendre et à expliquer. Surtout expliquer aux collaborateurs là où on veut les mener et pourquoi, pour quelles raisons. Et actuellement, je peux vous dire que j'ai une équipe qui est vraiment satisfaite en me disant, on n'avait pas compris au départ, Madame le maire, parce que vous savez, le bruit courait que je mettais la pression, qu'on ne comprenait pas, que je parlais chinois. Bon, et finalement, les collaborateurs ont compris que je leur dis, je veux que vous soyez compétitifs, surtout qu'on parle actuellement du transfert de compétences via les EPCI. J'ai dit, attendez, moi je veux vous protéger de frustration et par conséquent, il faut que vous soyez au top, professionnellement parlant. Et je vous apprends, je suis là pour vous transmettre un certain savoir-faire et c'est mon rôle. Est-ce que vous servez de modèle à vos amis masculins dans le Nord, parce que on vous avait reçu sur ATV au Club Actu, vous nous aviez parlé de votre carnet d'adresses qui est quand même assez impressionnant, entre les ministres, les femmes de présidents, etc. Est-ce que vous faites marcher ce carnet d'adresses mieux et avec plus d'efficacité que les autres? Écoutez, à partir du moment, ce n'est pas mieux, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'être très factuel, c'est-à-dire que lorsque je fais appel à quelqu'un, j'explique toujours pourquoi. J'explique une situation et je donne les raisons, mais de manière factuelle. C'est écrit, c'est formalisé et on comprend ma démarche. Et je demande simplement qu'on adhère, demander de l'aide. Je ne demande pas de l'aide pour moi, je demande de l'aide pour sortir une commune d'une espèce de léthargie, d'une espèce de sclérose économique. Il semblerait que vous ayez été entendu malgré tout, hein. Parce que bon, on parle de Basse-Pointe de plus en plus et ça crée quand même pas mal de conflits. Vous allez recevoir un investissement massif de la région, notamment pour un centre culturel. C'est vrai ou c'est faux? C'est déjà fait, oui, parce que... Alors c'est quoi les montants? Faites-nous un peu rêver. Le montant n'est pas si excessif que ça. Ah bon, parce que, et je pense qu'il faut faire confiance à la capacité de négociation du président de région Serge Chimi. C'est une structure qui a été acquise au prix de 500 000 €. Donc vous voyez que les gens disent beaucoup de choses. Oui, hein. on a beaucoup de bruit là-dessus. Bon, écoutez, je pense que je me suis toujours battu, et c'est le même combat que je mène à Cap-Nord, pour établir une espèce d'égalité, d'équité. Parce que vous avez un centre du point de vue culturel qui est pourvu en outils, et puis un nord qui est complètement désert. Et en même temps, il faut croiser avec la demande, et je pense beaucoup, lorsque je dis ça à ma collègue conseillère régionale Aurélie Dalma, qui a toujours demandé au maire du Nord de mettre en place des structures pouvant accueillir les artistes. Et il y a aussi en même temps, c'est un contact permanent que j'ai, il y a une diaspora en Hexagone qui demande à venir et à montrer, et notamment je travaille beaucoup avec Pierre Chabrel, qui est un musicien professionnel originaire de Basse-Pointe, qui travaille avec des groupes américains et qui malheureusement, compte tenu de cette pauvreté infrastructurelle, ne peut pas venir montrer ou démontrer aux Martiniquais, au point 3, ce qu'il est capable de faire. Quel a été son chemin de progrès à partir du moment où il a quitté Basse-Pointe et maintenant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Parce que finalement, attendez, vous allez voir. Vous investissez beaucoup et vous avez probablement raison, notamment en matière d'infrastructure. Mais s'il faut tous les jours entre 1 heure et 1 heure et demie pour monter à Basse-Pointe et puis la même chose pour redescendre, tout simplement parce qu'on est incapable de doubler des porte-conteneurs ou des conteneurs de bananes, est-ce que le mieux c'est pas d'abord de faire la route? Vous vous rappelez du célèbre conseiller général qui disait « Donnez-moi le pont et puis on verra pour la rivière après ». Est-ce que vous allez faire la même chose? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la même chose? Quand est-ce que vous allez construire cette route à 2 fois 2 voies qui nous mettra à moins de 30 minutes de Fort-de-France? Parce que l'avenir pour vous, c'est ça en fait. Je peux pas vous laisser dire ça. Je crois que je suis de celles qui pensent qu'on passe de plus en plus par ce que j'appelle une communication visuelle. Je crois que tout citoyen lambda a vu les efforts remarquables enfin, vous allez peut-être me parler d'amorces. Mais enfin, ces amorces sont là, elles sont véritables, qui ont commencé depuis le Robert, où on a élargi et on continue à travailler.
On continue à travailler. Ça va, c'est dans 50 ans que vous aurez la 2 fois 2 voies à Basse-Pointe. Je vais vous donner un exemple concernant les difficultés qu'on rencontre. Lorsqu'il y a eu l'effondrement de la route de Grand-Rivière, alors j'avais proposé, dans le cadre de la prévention des risques, j'avais déjà alerté le président de région en lui disant attention, on va avoir une difficulté à Grand-Rivière. Si jamais il y a un risque de tsunami, par rapport au port, ce qu'il en est, on ne pourra même pas prêter secours aux gens de Grand-Rivière, au moins ceux qui vont en rester. Je lui ai proposé de faire une autre route d'accès en passant par le quartier des îles. Ce dossier devait être opérationnel parce qu'il y avait déjà une partie amorcée par la ville du Macouba et une autre partie par la ville de Grand-Rivière. Il suffisait de faire la jonction. Or, en faisant la jonction, on se rend compte que la route en elle-même, la largeur était de 4,50 mètres, donc elle ne permettait pas le passage de 2 voitures dans les 2 sens, par les des voies. Donc il fallait élargir. Donc on a dû entrer dans une politique foncière pour pouvoir aller acheter, et vous savez comme moi que ce n'est pas facile de trouver les héritiers, surtout lorsqu'il y a des terrains dans les divisions. Et actuellement, c'est pour ça que ce dossier, après la refonte du quartier au poteau, ça devait être, et puis la refonte de la route d'accès, l'artère principale de la Jupa-Bouillon, ça devrait être l'un des premiers chantiers. Et c'est bon, on fait cette affaire, on n'a pas encore réglé cette route. On va commencer incessamment parce qu'on est en train de peaufiner les dernières discussions, négociations. Moi, je pensais que vous alliez taper du poing sur la table en disant c'est pas la peine qu'on mette des structures en place dans le Nord tant qu'on n'aura pas fait de la route, de cette fameuse route, un enjeu national à la limite. On vous a pas entendu beaucoup là-dessus. Parce que vous parlez du Robert, bon, c'est vrai. Mais, très objectivement, mais vous avez vu le nombre de temps que ça a pris cette histoire? Mais écoutez, pour qu'on puisse commencer la refonte que vous voyez, j'ai tapé du poing, justement, heureusement d'ailleurs, mais j'ai une manière de taper du poing. Taper du poing, ce n'est pas de venir devant les médias et de dire, je pense que on peut trouver un consensus avec le président qui est venu, qui a vérifié, qui a regardé en termes de faisabilité. Parce que déjà, le réseau routier tel qu'il est conçu, vous avez déjà une grosse attente des transporteurs de camions. Parce que vous avez eu des camions, il y a eu des accidents de camions, simplement parce qu'il y a eu des nivellations qu'il fallait absolument réparer. Parce que je redis haut et fort que le Nord a été le grand oublié de certain nombre d'avancées. Probablement à cause des élus du Nord. Je pourrais pas dire ça, je peux pas vous laisser dire ça parce que vous avez quand même... Il y en a qui se sont mieux battus et mieux fait entendre que... Vous le savez comme moi, qu'il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez composer facilement, vous faire entendre. Et puis vous savez très bien aussi, Monsieur Barajo, que vous avez des personnes qui vous opposent des réponses de pouvoir. Et oui. Ça aussi, je l'ai toujours dit. Faisons la transition, puisque on va parler un peu d'avenir. On vous voit déjà comme l'un des leaders féminin de cette fameuse liste d'union autour de Serge Letchimy pour la fameuse CTM. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous serez de toute façon candidate ou pas à cette assemblée de la CTM? Alors, Monsieur Marajou, je vais être très clair avec vous pour vous dire, en vous disant simplement que je suis membre du Parti progressiste martiniquais, ça c'est indéniable. Et moi, l'enjeu d'ailleurs, nous avons à Basse-Pointe samedi réalisé les convergences progressistes. Mon objectif, c'est de rassembler un maximum autour de Serge Letchimy. Maintenant, je suis à la disposition du parti, mais mon rôle actuellement, c'est de préparer l'élection de Serge Letchimy à la tête de la CTM. Mais et c'est uniquement ça. Est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question? Est-ce que ça vous intéresse de travailler dans cette collectivité unique? C'est sûr que c'est le parti qui va décider. Est-ce que vous êtes candidate à la candidature? Je ne ferai qu'exécuter ce que mon parti et mon président va me demander. On ne va pas vous imposer d'être candidate. Il y a des élus qui nous disent, moi, je suis là, je suis venu, je l'ai promis pendant la campagne pour être maire, je ne serai que maire. Est-ce que vous dites, non, je peux être à la fois maire et conseiller territorial de Martinique? Je peux être conseiller territorial de Martinique si mon parti me désigne en tant que tel. De toute façon, ce soir, ils ont bien compris que vous êtes candidat. Non, ça a été le cas pour l'investiture. Hein. Vous pouvez décider, je dis souvent que l'autoproclamation, c'est ma conviction profonde, n'est pas de mise. Non, mais la question était précise. Hein. Est-ce que vous êtes candidate à la candidature?
on vous a pas demandé si vous allez imposer votre candidature. Est-ce que vous êtes candidate à la candidature? C'est oui ou c'est non? Je vous répète que l'autoproclamation n'est pas de mise. Je ne peux pas. J'ai un président qui a une stratégie pour le parti. Vous êtes discipliné? Je suis très discipliné. Oh, attendez. Vous êtes discipliné, mais le parti avait demandé de soutenir HL chez M. Luc Clémenté, mais vous étiez à côté de M. Chaumet. Vous êtes discipliné? Oui, à partir du moment où j'ai des arguments. Vous êtes discipliné. J'ai des arguments. De temps en temps, votre discipline a géométrie variable. Non, selon vos propres convictions, de toute façon. Selon mes convictions, et puis je vous redis une chose qui est essentielle au niveau du Parti progressiste martiniquais, c'est que le président de région, le président du parti, n'est pas un homme à faire des réponses de pouvoir. J'ai demandé à le voir, je lui ai expliqué ma démarche, il a compris. Très bien. Alors, le cas va se renouveler. Ce cas de figure va se renouveler. C'est-à-dire il va falloir faire une liste dans le Nord qui sera composée de 16 candidats. À égalité 8 hommes, 8 femmes. Oui. Et là, c'est un véritable casse-tête parce que il y a des gens qui ont pris des positions, dont vous, au municipal. Il y a des gens qui ont des cicatrices et il va falloir régler un certain nombre de comptes parce que, évidemment, ces candidats doivent être en capacité d'attirer le maximum de suffrages. C'est le cas un peu spécifique de cette élection, de ce mode électoral. Vous, aujourd'hui, qui doit être sur cette liste de manière impérative, selon vous? Tout à l'heure, M. Pulvar disait que j'étais très discipliné. Pourquoi qu'on ne se comprend pas? Quand ça vous arrange. Je suis dans ma discipline, je crois qu'il ne faut pas confondre les niveaux de décision. Il y a au niveau du Parti progressiste martiniquais des structures, notamment un comité national et puis un président. Mon rôle actuellement, nous sommes à 13 mois, on va dire, des échéances, c'est de préparer, je redis, l'élection, parce que c'est une structure nouvelle du président. Maintenant, dès qu'on parle d'élection, la langue de bois revient. Non, alors, on va évacuer cette question-là. Non, mais d'accord, ok, on a compris, c'est lui qui décide. On pourrait imaginer que cette réunion, ce rassemblement de samedi à Basse-Pointe, c'était pour montrer que vous avez une capacité de mobiliser aussi. D'influer sur la composition de la liste. Parce que non, c'était montrer que, premièrement, c'était une convergence, rassembler les femmes et les hommes de progrès autour d'un projet. Et parce que montrer aussi dans notre démarche comment notre démarche est différente. Actuellement, beaucoup de personnes parlent, comme M. Barajo, de tête de liste, c'est un tel, c'est pas un tel. Nous, non. Nous sommes dans des problématiques au niveau du Nord avec des ateliers cette question est réglée concernant votre liste, puisque si vous êtes cheminé par à la mairie pour être tête de liste. Donc ça, c'est réglé. Hein. On vous parle de la tête de liste. On vous parle de la composition de la liste dans le Nord. Vous poserez la question à Serge Attimi, je suppose que vous allez le recevoir. Mais le problème, c'est de voir comment nous, on travaille d'abord en mode projet, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques dans le Nord qu'il faut poser. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas normal qu'actuellement, je sais qu'il y a des syndicats et que mon langage va déplaire. On va conclure. Il y a beaucoup on vient puiser l'eau, les ressources en eau, c'est dans le Nord, on veut puiser dans le Nord, on va vendre l'eau dans le Sud, beaucoup moins cher qu'on ne le vend, et on le vend. Donc, par conséquent, on vend l'eau beaucoup moins cher, beaucoup plus cher aux administrés du Nord. C'est un combat que je vais mener pour que je sois entendu, pour créer un syndicat unique de l'eau et aller à ce que j'appelle une tarification sociale de l'eau, un tarif unique de l'eau. Un dossier sur lequel nous allons revenir, en tout cas la rédaction de Radio Caraïbes, dans les prochains jours. Merci Madame Marie-Thérèse Casimirius. C'est moi qui vous remercie. Merci de ce moment passé avec nous. La semaine prochaine, Eddy, nous serons bien là. Tout à fait. Avec le maire de Trinité, Monsieur Frédéric Buval. Dans un instant, Maïté pour la page Info Service, et une autre femme viendra tout à l'heure avec Maïté. Christiane Valéjo va déballer tout son programme avec Maïté. Très bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci.